Henri Béard nous a justement fait remarquer qu'on ne l'avait pas présenté, pas suffisamment en tout cas, donc c'est l'occasion de le faire. Bon, il est très familier à beaucoup d'entre nous qui aimons le surréalisme et qui s'intéressons au surréalisme. C'est une figure dans cet univers. Il est spécialiste de la littérature d'avant-garde. Il a écrit notamment des ouvrages de référence sur Alfred Jarry, le dadaïsme et le surréalisme. Il dirige la revue, qui est en fait la revue de l'association pour l'étude du surréalisme, qui s'appelle la revue Mélusine. Il est aussi fondateur de l'équipe de recherche Hubert de Falaise. Il en est un pionnier en France. Il est un pionnier en France pour l'utilisation de l'informatique dans les études littéraires, ce que je ne savais pas. Et professeur émérite depuis 2005 à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, qu'il a dirigé entre 82 et 86. C'est un ami de l'art, un ami du surréalisme, et donc nous avons souhaité faire appel à lui pour ses qualités diplomatiques, comme vous avez vu lors de la table ronde, pour unir et faire parler donc nos différents commissaires d'exposition. Et je lui laisse la parole sur un sujet qu'il connaît bien: comment Tristan Tzara inventa le douanier Rousseau, dramaturge de la liberté, de l'innocence, une nouvelle fois, et de la pureté. Merci, Henri Béard. Merci, Scarlett. Je crois qu'un de mes plus grands talents, c'est plutôt de faire taire ou de faire dormir que de mettre en diplomatie. Mais enfin bon, on a tous les talents qu'on veut. Oui, j'ai souhaité parler de Tristan Tzara, découvreur, si vous voulez, inventeur du douanier Rousseau. Il n'est pas l'inventeur sur le plan esthétique, sur un plan pictural. On aurait pu commencer par Jarry, si vous voulez. Vous avez déjà eu une intervention sur le sujet. Mais il se trouve que Tristan Tzara est celui qui a inventé, qui a découvert, quand je dis inventé, c'est au sens de découvrir, au sens juridique, quoi, un deuxième pan, un pan très important de l'activité du douanier Rousseau, c'est son théâtre. Il se trouve que peu de gens connaissent le théâtre de Rousseau et que ce théâtre de Rousseau est tout à fait complémentaire, du même ordre que sa peinture. Pour différentes raisons. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la stylistique dont on commençait à parler tout à l'heure, mais voilà, c'est en 1947 que Tzara publie les deux pièces de théâtre du douanier Rousseau, La vengeance de l'orpheline russe et La visite à l'exposition de 1889. Il nous dit qu'il a laissé de côté une troisième pièce inédite, qui est manuscrite, inédite, qui se trouve aujourd'hui à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, et il explique qu'il ne l'a pas publiée simplement parce qu'elle n'apportait rien à sa démonstration, nous dit-il. Et quant à lui, il montre immédiatement dans la préface combien chez Rousseau il y a une volonté, dite ou non dite, enfin présente en tout cas, de devenir l'artiste total comme l'étaient les artistes de la Renaissance. Donc ça, c'est son thème central, c'est sa démonstration, et il développe ce thème dans la préface. Ensuite, il y a un deuxième article à peu près contemporain de Tristan Tzara qui s'appelle Le temps, une étude sur le temps et l'espace dans la poésie du douanier Rousseau. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il est évidemment le premier à éditer ce livre, mais il y a eu auparavant une tentative de faire connaître ce théâtre par Delaunay. Delaunay a essayé, c'est lui qui avait obtenu par je ne sais quelle voie, par négociation avec le douanier Rousseau, qui avait obtenu ces pièces. Elle a été publiée dans une petite revue, Orbe, en 1929-1930, et déjà présentée par Tristan Tzara. Alors, le même Tzara ayant acquis les manuscrits du théâtre de la main de Sonia Delaunay, parce qu'il faisait un peu de trafic d'art entre eux, c'était assez cocasse d'ailleurs, il publie ces deux pièces en 2 volumes chez Pierre Caillé à Genève. Ce faisant, donc, il écarte cette troisième œuvre qui a été publiée en 2010 aux éditions du CNRS dans l'ensemble des écrits du douanier Rousseau, présentés par Yann Le Pichon. Voilà.
Alors, outre cette préface au théâtre, donc, il y a cet article intitulé « Le rôle du temps et de l'espace dans l'œuvre du douanier Rousseau », qui est un essai qui est très intéressant pour l'époque, surtout à l'époque où il a été publié, en 1951. C'est quelque chose qui correspond à l'analyse que pouvaient mener les structuralistes russes, et où il montre bien le rapport temps-espace dans l'œuvre du douanier Rousseau, en s'appuyant à la fois, et ça c'est le premier qui le fait, des critiques que je connais sur Rousseau, à la fois sur le texte, c'est-à-dire sur le théâtre, sur la peinture et aussi sur les poèmes qui sont dans les œuvres de Rousseau, ce travail ayant été ensuite complété ou fait d'un autre point de vue par Roman Jakobson. Voilà. Donc, avec ces éléments-là, on a un tableau, une critique, nous montrant Rousseau, dramaturge, Rousseau qui procède par une suite de ruptures. Il présente au théâtre les mêmes qualité que dans sa peinture. C'est-à-dire que si on se dit que le douanier Rousseau ne sait pas faire, ne connaît pas les lois de la perspective, mais on peut dire la même chose pour le théâtre. Il ne connaît pas les lois, la rigueur du temps, de la temporalité, etc. Alors, il faut dire que le thème de ces pièces est assez simpliste, assez simple, comme la plupart des tableaux du douanier Rousseau. Je remarque au passage que Tzara l'appelle constamment le douanier, celui qui le situe, me semble-t-il, comme on le fait ici d'ailleurs, ça le situe dans la lignée des Jarry, Apollinaire et ainsi de suite, qui ont d'abord considéré le côté un peu mystificateur peut-être raconté par Apollinaire dont on nous parlait tout à l'heure. Alors, pas plus qu'il ne conteste la vision d'un peintre autodidacte, maladroit et naïf, donc il ne conteste ce théâtre-là, et il en fait plutôt un novateur, celui qui apporte des solutions nouvelles dans tous les genres qu'il aborde, y compris donc le théâtre. Passons rapidement sur cette structure narrative qui n'a rien, je vous dis, d'original, mais elle est aussi dans le style pictural de Rousseau, c'est-à-dire pas de nouveauté narrative, et simplement, voilà ce qui se passe. Une visite à l'exposition de 1889, c'est très simple. C'est un petit vaudeville en 10 tableaux qui a été écrit en 1889 et qui nous raconte les aventures d'un Breton attiré à Paris par l'écho de cette manifestation universelle. Son séjour... Alors d'abord, il vient première journée tout seul et sa femme va le rejoindre. C'est là que les choses se compliquent un peu. Son séjour se transforme en une vaine quête des fontaines d'eau de bourrache. La bourrache étant, tout le monde le sait, l'ancêtre de la boldoflorine, non, publicité non payée. C'est une plante officinale aux vertus magiques. Bon, alors lui, il pense que, bien sûr, cela naît d'une confusion entre la fontaine Valas qui vient d'être installée dans Paris où l'on boit gratuitement, etc. Bien, nous voyons donc la famille arrive ensuite et elle s'émerveille des étranges spectacles présentés à l'exposition et puis elle découvre Paris dans une course assez affolante, un peu à la manière de Zazie dans le métro, si vous voulez, où les objets ne sont pas, les monuments ne sont pas exactement à leur place, etc. Bon, il y a un côté comique. Ce que voulait faire Rousseau, c'était une suite de tableaux. Je dirais même plus que d'un tableau, des panoramas. Le panorama, c'est une forme de représentation dramatique qui a eu lieu essentiellement à la fin du XIXe siècle, au cours du XIXe siècle. La deuxième pièce, c'est La vengeance d'une orpheline russe en 1889, qui est un drame touchant au possible. Il est dommage qu'on ne la montre pas souvent. Henri, employé de banque à Saint-Pétersbourg, soucieux de son honorabilité, s'éprend de l'orpheline avec laquelle il s'enfuit en Belgique. Là, il l'abandonne, lui laissant croire qu'il s'est suicidé. Elle a le bonheur de rencontrer un brave vieux général qui l'adopte et lui lègue ses biens avant de mourir. Vous voyez, la trame
C'est un peu les anecdotes qu'on peut voir derrière chacun des tableaux du douanier. Mais inconsolable, elle écrit à une amie qui lui apprend qu'Henri, en fait, est bien vivant et qu'il s'est marié avec une riche héritière. Alors elle retourne à Saint-Pétersbourg et pour se venger, elle a, sous un vain prétexte, elle le fait venir à un bal masqué, et sous un déguisement, elle lui apprend la fin attristante de l'orpheline russe. Celui-ci ne montrant aucune émotion au récit qu'elle lui en fait, elle décide de le punir. Comment ? Elle va voir un amoureux qui le provoque en duel et qui le tue. Voilà, c'est simple. Bon, alors c'est raconté avec un tel ton de conviction qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est une histoire vécue. Et oui, et pour Tzara, l'histoire est d'autant plus vécue qu'il se trouve que si vous regardez le manuscrit de cette pièce, elle n'est pas seulement signée du douanier Rousseau, mais elle est signée du nom de Madame Barkowska. Madame Barkowska, c'est sans doute, d'après Tzara, mais là je pense qu'on n'a pas avancé sur le sujet, j'ai pas vu de précision sur cette dame dans la littérature produite depuis, cette dame a été la victime, a été elle-même l'héroïne de l'orpheline russe, et c'est pourquoi il a mis son nom à côté du sien. Donc voilà, une œuvre en coproduction. Ce qu'il apporte dans cette pièce, à côté de cette naïveté et cette innocence propre à Rousseau, c'est une conception nouvelle de l'espace-temps. Comme la prétendue ignorance ou le jeu donc avec la perspective, nous avons cette même ignorance de l'espace-temps chez Rousseau, ignorance qui lui fait inventer des procédés qu'on va employer de plus en plus au théâtre. Dans La Vengeance, par exemple, le spectateur se trouve devant une succession, non pas de cartes postales, comme on pouvait le supposer avec les 10 tableaux annoncés, mais une série, plus précisément, de 2 ou 3 panoramas. Alors le panorama, je le rappelle, c'est une forme dramatique qui a disparu, je ne sais pas pourquoi, puisqu'on a encore un passage des panoramas à Paris, on connaît encore quelques panoramas qui existent en tant que tels dans divers lieux d'Europe, mais en tout cas, et l'endroit que vous pourriez vous représenter le plus simplement pour être un panorama, c'est le théâtre du Rond-Point, mais vous aurez remarqué qu'on n'y présente que des pièces frontales. Alors que l'idée du panorama, c'est du 360 degrés. C'était déjà en 1789, et en plus c'est une forme révolutionnaire, si vous voulez, qui se trouve coïncider avec la Révolution, et une vision totale, là aussi. Encore l'idée de totalité dont on a parlé au début. Bon, alors, voilà que... donc, il ne va pas utiliser le panorama, mais des systèmes, disons, qui vont essayer d'en approcher le plus possible pour avoir cette vision totale. De ce parti pris dramaturgique va découler une autre modalité de la représentation théâtrale. Au Moyen-Âge, on utilisait le système des mentions, si vous voulez. L'histoire se déplaçait en fonction des lieux et c'était au spectateur d'imaginer qu'il avait parcouru la distance Paris-Moscou, Paris-Saint-Pétersbourg, etc. Eh bien, c'est ce qu'il va utiliser à son tour. Donc, à la fois procédé ancien, mais réutilisé, réinvesti. Alors, par exemple, avec un effet de déplacement et de vitesse. Donc, ce qui induit à une certaine mobilité temporelle, mobilité du décor, donc, qui procède aussi à une sorte de transmission immédiate, soulignée par Tzara dans l'étude très sérieuse, très serrée qu'il a faite. Un personnage écrit une lettre, par exemple, il appelle son valet pour qu'elle soit portée, postée, et immédiatement, dans la scène jointe, si vous voulez, simultanée, la lettre arrive, elle est ouverte, et le personnage reçoit le coup au cœur qu'il n'attendait pas. Voilà, cet exemple pervertit, bien sûr, la matière temporelle, ouvrant sur une sorte de simultanéisme, pour ne pas dire simultanéité, qui ne sera théorisée et mise en pratique une dizaine d'années après au théâtre, comme il préfigure le découpage et le montage cinématographique qui lui aussi ne commencera qu'après la célèbre représentation des Frères Lumière au Café de la Paix le 28 décembre 1896. Donc en gros, le douanier Rousseau anticipe des procédés à la fois cinématographiques et théâtraux
qui seront très vite vulgarisés, mais il a, avec son air de pas y toucher, il a quand même découvert des procédés intéressants. On pourrait passer son temps à montrer comment se constitue l'espace-temps du douanier Rousseau, ce que les structuralistes appelaient le chronotope, à la manière de Barthes, conjonction de procédés spatio-temporels qui produit un espace-temps nouveau. On pourrait croire qu'il a anticipé aussi les conceptions einsteiniennes ou connu Einstein. Non, c'est pas ce que je voudrais dire. Je veux dire simplement c'est contemporain, c'est dans l'air du temps. Et pour faire bref, je dirais simplement, à la manière de Roger Vitrac, qui était spécialiste du vaudeville métaphysique, je dirais donc que les événements surviennent dans un lieu où ils ne peuvent se produire au moment même où ils sont le moins attendus. Et voilà la règle du jeu que Rousseau découvre à son tour. D'autres parleraient de hasard objectif, de coïncidence, etc., ou de miracle, mais voilà comment il procède. Et ce système miraculeux, si je puis dire, donne une vertu particulière à son théâtre, un peu comme les rencontres tout à fait inattendues dans la forêt vierge, dans les forêts vierges des tableaux du douanier. Donc, pour le douanier, ce ne sont que des télescopages du temps ouvrant sur le merveilleux. Il ne s'en étonne même pas lui-même, ne cherchera même pas à s'en expliquer. La seule différence avec les faiseurs de théâtre qu'il connaît pourtant, c'est que chez Rousseau, de telles rencontres ne sont motivées que par la bonté inhérente à ces personnages. Alors, je voudrais toucher un mot de la pièce qui n'a pas été imprimée jusqu'à cette édition de 2010, qui s'intitule « L'étudiant en goguette ». Alors, les deux commentateurs que je connais de cette œuvre nous disent tous deux que c'est pour des raisons de pudeur que Tzara n'aurait pas publié ça. C'est pas aux Tzara meneurs de Dada qu'on va faire la leçon sur la pudeur. Hein. Je doute un peu de cette raison, d'autant plus que, en plus, ce n'est pas une raison de calibrage du texte, puisque vraiment largement imprimé, ça fait 34 pages au maximum. Ça pouvait caser dans l'édition Princeps. Donc, je crois que plutôt que ce que Tzara a voulu, il n'a pas voulu la publier parce que ça ne faisait pas progresser l'idée qu'il défendait que Rousseau était non seulement avait cette spécificité dramaturgique, si vous voulez, et surtout qu'il avait fait des découvertes que ne reproduit pas cette pièce. Bon, ça n'avance pas ses idées. La pièce en question, lui-même, Tzara écrit justement, je vous cite, cette pièce nous a paru ne pas apporter à notre essai de dégager de sa légende l'esprit du douanier, un élément d'information suffisamment fondé. Donc, elle est neutre, si vous voulez. Elle ne va pas faire progresser la connaissance. En d'autres termes, elle n'allait pas dans le sens d'une thèse qui tendait à démontrer l'unité et le complément de l'œuvre du douanier Rousseau, la correspondance entre les arts. Il n'y voyait aucun traitement spécifique du temps et de l'espace allant dans le sens de cette exploration, de ce qu'explorait l'avant-garde et qu'il avait lui-même mis en œuvre dans, par exemple, une pièce telle que Mouchoir de nuages, jouée en 1924, avec des procédés assez semblables, avec des cartes postales, etc., en guise de décor et ainsi de suite. Donc, l'étudiant en goguette est aux antipodes de la vengeance d'une orpheline russe et développe un semblant d'intrigue vaguement scatologique, mais alors vraiment, je ne sais pas qui ça peut effrayer. Qu'on en juge, un étudiant en médecine a décidé de perdre son pucelage. Oui, on va dire ça, c'est complètement anachronique. Bon, il s'attable à la terrasse du café, mais pas n'importe lequel, le chat noir, ceci pour faire plaisir à Virginia Tentindo. Il se laisse draguer par une gigolette, il monte à sa chambre où il renifle les effluves de l'amour. Au deuxième acte, coup de théâtre, arrive son père, Monsieur Jolibois, et coup de théâtre et poncif du vaudeville aussi. Voici qu'arrive dans la même chambre le père du carabin qui,
trouvant la jeune femme à son goût, l'entreprend à son tour et il se dit que puisqu'il est veuf, il pourrait bien l'épouser, tandis que la fiancée, de l'autre côté, la fiancée du jeune Jolibois qui est venu avec le père, donc avec le futur beau-père plutôt, lui remet le grappin dessus. Alors tout ça, ça s'arrête là. Alors, bon, on peut en déduire ce qu'on voudra, à vous de prolonger la pièce, à vous d'aller la lire d'ailleurs, d'abord. Et l'œuvre est-elle inachevée? Rien ni dans le manuscrit ni dans le texte ne laisse qu'entendre. Bon, c'est une petite pochade dont il s'est vite bâclé et dont Rousseau s'est vite désintéressé. Et de fait, le douanier Rousseau est une vieille connaissance pour Zara. Il le connaît, Zara connaît Rousseau depuis son séjour à Zurich en 1916. Il le nomme à ce moment-là. Il a eu connaissance de lui par les soirées de Paris qui ont été mentionnées précédemment par Laurence Campa. Donc il sait ce qu'Apollinaire en a dit, il connaît les reproductions de ses tableaux et il se trouve qu'il connaît des marchands de tableaux qui sont eux aussi réfugiés en Suisse comme lui, tels que Paul Guillaume, et qu'il entend parler de ses créations picturales. Il le mentionne même dans une note relative justement à la mort d'Apollinaire, et il dit en gros, Apollinaire, il va rejoindre Rousseau dans le ciel qu'Apollinaire avait promis et qu'il avait gravé sur le tombeau du douanier. Rousseau répond à l'une des préoccupations les plus vives depuis ses premières publications, le dialogue que le texte et l'image entretiennent chez certains peintres et poètes. Et il se trouve que Zara va poursuivre ce genre d'études en travaillant sur les poésies de Picasso. Donc, vous voyez, le double intérêt, et c'est toujours les mêmes sujets, si vous voulez, qui sont brassés. Poésie, peinture chez le douanier Rousseau, poésie, peinture chez Picasso. Davantage, il découvre en Rousseau ce que ni ses contemporains, ni même la critique savante n'avaient jamais déterminé, un ensemble créatif en parfaite concordance avec la nature profonde de l'individu lui-même. Ça, c'est son dada, si je puis dire, de Zara, c'est qu'il faut que ça coïncide, que tout coïncide. On ne peut pas avoir un homme indifférent, détestable et une création poétique ou picturale intéressante. Donc tout coïncide, et voilà que donc le théâtre de Rousseau, c'est un langage, un art total. Donc Zara comprend le théâtre de Rousseau en poète, en maître du langage et par conséquent maître de l'image. Il y voit un homme qui suit, je cite, parce que là il faut suivre, qui suit une voie discursive où l'image prend pour lui la valeur conceptuelle d'un fait, une signification dépassant le problème du sujet en peinture tel que celui-ci a été posé au cours de l'histoire. Et c'est bien d'image qu'il s'agit ici, image du langage dérivant de l'emploi des métaphores ou image poétique servant à la fois de représentation et de véhicule de la pensée. C'est un peu compliqué, l'expression critique de Zara n'est pas aussi immédiate et spontanée que l'étaient ses manifestes. Je ne suis pas certain qu'il faille ainsi opposer l'image poétique à l'image du langage, c'est-à-dire selon la vieille rhétorique, vous savez, qui distinguait ces deux grandes catégories, mais il est certain, comme le pense justement Zara, que la métaphore joue un rôle essentiel dans l'ensemble de l'œuvre douanière, si je puis dire. Ainsi, Paris comme capitale du plaisir, la fontaine de Bourrage comme espérance de jouvence, comme symbole de la fontaine de jouvence, etc. Les esthéticiens du XVIIIe siècle considéraient que la peinture, composée de signes naturels, représente directement la réalité par opposition à la poésie qui, elle, est constituée de signes arbitraires. Alors là, on voit bien que l'ensemble converge vers un même objet. C'est en poète aussi que Zara explique l'introduction des vers dans les œuvres
picturales de Rousseau. Ils en sont un complément indispensable et supplé aux insuffisances philosophiques et morales de la représentation, ce qui le situe aux antipodes de Jacobson. Et c'est encore au nom de ces principes moraux que le dramaturge se doit de fournir à chacun de ses personnages la langue de son état. Alors je vais vous en donner juste une citation. Il faut pas que je la rate. Il s'agit de Lobozek, Monsieur Lobozek, qui est entrepris par cette femme légère dont je parlais tout à l'heure. Il lui dit: comme elle, vous n'avez pas de beaux cheveux noirs, ni de beaux yeux fendus en amande et une figure mystique ou poétique, comme l'on dit. Ah, l'on peut dire que c'est une perle. Je suis bien certain qu'il n'y en a pas deux comme elle dans le monde. Et ce qui est le mieux, c'est que nous nous aimons. Voilà, donc le langage pseudo-molièresque et le langage lyrique de la Passion. Voilà. Il est évident que l'auteur, le peintre, a pris le pas sur son personnage et qu'il s'exprime pour lui-même. Une telle perfection physique appelle la perfection morale, assurément. Tout cela exclut la tentation, le diable. Vade retro Satanas. Zara, qui a tenu le manuscrit de ces pièces entre les mains, nous attire notre attention sur le fait qu'à chaque moment où il y a comme ça des divergences, Rousseau a réécrit, par exemple, a écrit textuellement la lettre comme elle devait se présenter et non pas comme simplement le résumé d'un message. Vous voyez, le souci du réalisme, de l'authentique chez Rousseau. Zara énumère ensuite les thèmes développés par Rousseau dans son théâtre. Alors vite, rapidement dit, je dis, voilà, il y a identité entre l'œuvre théâtrale et l'œuvre picturale. Les objectifs sont toujours clairs et relèvent du quotidien. Par exemple, la vengeance de la femme trahie, la visite de l'exposition, du centenaire, etc., les fêtes de la République. Ça, c'est un thème intéressant, important chez lui. Et il se résume ainsi. Rousseau a fait le tour des thèmes essentiels de la vie, l'amour, la liberté, la beauté, la tendresse, face aux forces destructrices, la guerre, la cruauté de la nature. Si l'importance qu'il accorde au symbole est décisive, celui-ci ne dégénère jamais en devenant allégorie. Alors pourquoi Zara relève-t-il ces thèmes plus particulièrement? Eh bien, c'est, me semble-t-il, ni plus ni moins que parce que ce sont les thèmes qu'il a développés depuis les premiers manifestes Dada. C'est un aspect qu'on a généralement négligé parce que pour tout le monde, Dada, c'est uniquement de l'irruption, de la violence, etc. Mais il y a au fond de Dada le désespoir, le doute, l'inquiétude. C'est exactement ce que nous montre le douanier Rousseau. Pour le plus large public désormais, le douanier Rousseau est donc l'innocence même, parfois considérée dans un sens péjoratif, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Pour Zara, ce terme désigne la solution transitoire d'un problème complexe. Je cite, « le produit artistique de l'homme primitif, de l'enfant et de l'aliéné que se présente à l'état de nudité. » Voilà donc l'œuvre de Rousseau qui repose facilement sur l'opposition simple du bien et du mal. Tout le monde parie sur le bien qui triomphe inévitablement. D'où l'on conclut à la bonté native de Rousseau, c'est ce que l'auteur de l'Antithète nommera le merveilleux involontaire qui parcourt toute son œuvre. Et l'œuvre de Rousseau, je veux dire. Et de souligner cet autre trait caractéristique du douanier, son honnêteté légendaire. J'ai cité le fait qu'il mentionne cette Madame Barkowska, qui par ailleurs n'est pas très connue. Alors pour conclure, il faut bien convenir que si Zara ne s'était pas obstiné à publier ces deux œuvres théâtrales du douanier Rousseau, nul n'aurait connu et apprécié cette autre partie de sa création. Malheureusement, elle est lisible, cette partie de la création, elle n'est pas tellement visible. Il n'y a eu que 2 mises en scène depuis 1947, justement en 47-48 par René Dupuy et aussi, moi je l'ai vu dans une mise en scène par Jean Rougerie dans un théâtre chapiteau qui était ambulant, qui a fait le tour de la France. Il y a aussi, vous pouvez trouver peut-être, si vous avez plus de chance que moi,
une adaptation par Jean-Christophe Averty sous forme de feuilleton. Il y a 10 épisodes, donc, de la vengeance d'une orpheline russe. Voilà à peu près tout ce qu'on peut trouver. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas éprouvé le besoin de mettre des illustrations à mon exposé. Et quant au texte, donc, vous le trouvez en format plus ou moins livre de poche aux éditions Bourgois. Et je vous dis, l'ensemble des écrits du douanier Rousseau aux éditions du CNRS. Voilà, je pense ce qu'il vous fallait savoir, il me semble, pour compléter les idées que vous faites sur le douanier Rousseau. Et je pense avoir montré au cours de ce développement qu'Henri Rousseau était bien un dramaturge de la liberté, de l'innocence et de la pureté. Malheureusement, je crois que l'innocence ne se trouve pas dans les propos de Tzara à son sujet. Donc, vous voyez, il se méfie un peu. Voilà où j'en suis arrivé pour aujourd'hui.